Été 1944. 57 000 prisonniers allemands sont rassemblés dans les faubourgs de la capitale. Il y a 3 ans, ces soldats rêvaient de défiler dans Moscou. Mais pas comme ça. La bataille de Russie est terminée. La bataille d'Allemagne va commencer. Les derniers soldats allemands en retraite abandonnent la Crimée, l'Ukraine, la Biélorussie, les pays baltes, Sébastopol, Odessa, Jitomir, Kiev, Minsk. Automne 1944. À l'est, les armées soviétiques sont entrées en Pologne, mais elles marquent le pas devant Varsovie. La Roumanie et la Bulgarie sont occupées. Tito et ses partisans ont libéré Belgrade. À l'ouest, les Alliés ont libéré la France, la Belgique et la moitié de la Hollande. Mais il reste quelques ports tenus par les Allemands, les poches de l'Atlantique. Royan, La Rochelle, Lorient, Brest et surtout Dunkerque. Sur le front de l'Ouest, tenu au nord par les Anglais, au centre par les Américains et au sud par les Français, les Alliés sont maintenant aux portes de l'Allemagne. Comment porter le dernier coup au Troisième Reich? Une fois de plus, l'état-major allié est divisé. L'Américain, le général Eisenhower, commandant suprême, veut attaquer sur l'ensemble du front. L'Anglais, le maréchal Montgomery, lui, voudrait concentrer toutes les forces en un seul point, la Ruhr, et frapper un grand coup pour gagner les Russes de vitesse. C'est la vieille obsession de Churchill. Mais Eisenhower ne cède pas. Son obsession à lui, c'est d'être coupé de ses lignes de communication. De ces milliers de camions GMC qui transportent jour et nuit à travers la France et la Belgique, le ravitaillement, les munitions et surtout l'essence. Les chauffeurs ont baptisé cette ronde infernale le Red Ball Express. Mi-septembre 1944, la première armée américaine du général Hodges pénètre en territoire allemand et découvre vite que ce ne sera pas une promenade militaire.
En un mois, les Américains n'ont avancé que de 10 kilomètres. Le 10 octobre seulement, ils entrent dans la première grande ville allemande, Aix-la-Chapelle. Une division allemande, expédiée de Prusse orientale, a reçu l'ordre personnel d'Hitler de défendre la ville rue par rue, maison par maison. Après 10 jours de combats de rue, la capitale du Premier Empire, celui de Charlemagne, la ville où Hitler a proclamé le Troisième Reich, le Troisième Empire, tombe aux mains des Américains. Eisenhower devrait être satisfait. Pourtant, il est inquiet. Les combats coûtent cher en vies humaines, maintenant que la Wehrmacht défend le sol allemand. Et puis l'hiver approche. On patauge déjà dans la boue. Une boue qui paralyse les divisions mécanisées. Et pour couronner le tout, il y a des élections présidentielles en novembre en Amérique. Les délégations de députés et de sénateurs se succèdent au front. Les hommes politiques se méfient des généraux trop glorieux, de ce Patton par exemple, qui gifle ses soldats. Madame la députée Claire Bousselous est une femme charmante. Mais attention, son mari Henry Luce possède le plus grand magazine des États-Unis. Et les électeurs n'aiment pas qu'on fasse tuer les Boys. Les Boys, eux, votent le premier mardi de novembre 1944. Et comme toute l'Amérique, ils choisissent pour président, pour la 4e fois, Franklin Delano Roosevelt. Depuis octobre, Eisenhower a ralenti les opérations terrestres. Mais il a toujours un atout dans sa main, l'aviation. Et surtout l'aviation de bombardement, incarnée par un Anglais, le maréchal de l'air Harris, surnommé Bomber Harris, Harris la bombe. Un homme qui ne se pose pas de questions et qui s'est donné un double but, briser le moral des Allemands, détruire l'industrie nazie. Depuis 2 ans, 8000 bombardiers anglais et américains basés en Grande-Bretagne déversent un tapis de bombes sur l'Allemagne, 24 heures sur 24. Le jour, les Américains, la nuit, les Anglais. Une offensive aérienne que depuis 1942, les hommes de Bomber Harris s'efforcent de rendre de plus en plus efficace. Parmi eux, le maréchal de l'air Anthony Dodgen. Nous avons cru au début qu'il y avait environ 60 cibles clés. Et si on peut les abattre, détruire, la guerre sera effectivement terminée. D'abord, nous avons concentré dans le Ruhr où il y avait l'industrie allemande, Dortmund, Düsseldorf, Cologne, Essen. Et après ça, quand nous avons eu les avions plus grands, nous avons poussé notre rayon d'action vers Hambourg, Hanovre, Francfort, Mannheim. Mais toujours les grandes villes, comme vous voyez. Un raid de 1000 avions sur l'Allemagne, c'est une opération gigantesque, minutée à la seconde. Dans la salle de briefing, les équipages apprennent au dernier moment quel sera l'objectif. Aujourd'hui, c'est la Ruhr, la vallée heureuse, comme ils disent. C'est dur, mais au moins ce n'est pas loin. Réglez vos montres. Départ 5h10, un avion toutes les minutes.
thank you et good luck. Boeing B-17, les forteresses volantes, décollent d'une vingtaine d'aérodromes disséminés dans le sud de l'Angleterre. Le rendez-vous 6h30, au-dessus de Aldeburgh, sur la côte du Suffolk. Ceux qui sont partis les premiers sont obligés de tourner en rond et d'attendre 1 heure que les derniers arrivent. Tout le monde est là, en avant. Heure de passage prévue sur la cible, 7h47. Les 11 membres de l'équipage ont la gorge serrée. Le pilote, qui vient d'arriver du Texas, il a à peine 100 heures de vol. On lui a dit, t'en fais pas. Tu n'as qu'à suivre le gars qui est devant toi et tout ira bien. Les mitrailleurs qui sont à l'air libre par moins 30 degrés, engourdis par le froid. 1 seconde d'inattention et le chasseur fonce sur eux à 700 à l'heure. Après les Messerschmitt, la DCA, la Flak. Rien à faire pour l'éviter. Il faut continuer tout droit, en essayant d'oublier qu'un avion sur 10 ne passera pas. Pauvre Joe, c'était sa 30e mission, la dernière avant de rentrer à New York. Enfin la cible, pourvu que le presse-bouton, le bombardier, ne rate pas son coup. Sinon il faudra revenir dans ce sale coin une 2e fois. Sur le terrain, les mécanos qui attendent depuis des heures comptent 1 à 1 les avions qui rentrent, et d'abord les éclopés. À la tour de contrôle, on entend à la radio la voix angoissée des pilotes. À court d'essence, demande priorité. Train d'atterrissage bloqué, demande priorité. 3 blessés à bord, demande priorité.
11 000 aviateurs américains partis ce matin à l'aube, à bord de ces 1000 forteresses, combien manquent à l'appel? En quelques mois, la 8e Air Force américaine a perdu 4 700 bombardiers. Et combien d'Anglais? De Bomber Command, ils ont perdu 47 000 et quelques centaines de membres d'équipe personnelle. Ça, je crois que je peux illustrer peut-être en disant que de ma promotion de pilote élève à 1 sur 6 ont survécu la guerre. Bon, 1 sur 6 de mes amis, et je peux le mettre en rapport si vous voulez. Je ne sais pas si vous le savez qu'il y avait 500 Français dans la Royal Air Force. 412 ne sont pas rentrés. 1 sur 6, le même chiffre. Il faut trouver une parade. D'abord le Mosquito, un bimoteur anglais, plus rapide que les chasseurs allemands. Construit en bois et volant en rase-motte, il échappe au radar. Il surgit à l'improviste, détruit ses objectifs avec une précision vite légendaire. Il mérite bien son nom, le Moustique. Deuxième parade, les chasseurs américains à long rayon d'action, les Lightning, les Mustangs, les Thunderbolts. À partir de l'été 44, ils escortent les bombardiers et saignent à blanc la chasse allemande. Enfin, les Alliés inventent des bombes de plus en plus puissantes. L'ingénieur anglais Barney Wallis met au point le Blockbuster, un monstre de 10 tonnes. Une seule de ces bombes est capable de détruire une usine entière. De la Ruhr à la Silésie, l'industrie allemande est en ruine. Les aciéries Krupp d'Essen, les usines de roulement à billes de Schweinfurt, les raffineries d'essence synthétique de Pölitz ne sont plus que des carcasses d'acier tordues. Et pourtant, le maréchal de l'air Harris s'est trompé. L'aviation ne peut pas gagner une guerre. Sous les toits éventrés, les machines continuent à tourner. Mieux, l'industrie allemande n'a jamais autant produit. Un homme est responsable de cet exploit. Il s'appelle Albert Speer, il a 36 ans, il est architecte. Il a construit la chancellerie du Reich et depuis ce jour, il est devenu un des rares amis d'Hitler qui a fait de lui son ministre de l'armement. Comment a-t-il réussi, malgré les bombardements, à augmenter le potentiel de guerre nazie? C'est parce que j'ai eu un autre système d'organisation. Avant moi, c'était des officiers militaires qui s'occupaient de la production militaire, de la production d'armement, et dans mon temps, je chargeais les meilleurs fonctionnaires de l'industrie, les techniciens, et ces techniciens, c'était une organisation nouvelle des techniciens qui étaient en charge de toute l'industrie. Oui, mais je veux dire, étant donné qu'il y avait tellement d'hommes allemands sur le front, qu'il y avait tellement de prisonniers, de blessés, de morts, comment est-ce que malgré tout la production a pu continuer? Naturellement, c'était nous avons eu besoin des travailleurs et on a déporté beaucoup des millions des ouvriers des pays occupés dans ce temps-là. Les industriels allemands sont contents de M. Speer et du parti nazi qui leur fournit de la main-d'œuvre gratuite, des millions de travailleurs forcés, des millions de déportés. Au prix de ces millions de vies, l'Allemagne décuple sa production d'armement. 38 000 avions en 1944, 4 fois plus qu'en 1940. 41 000 canons,
8 fois plus qu'en 1940. Et 27 000 chars, 12 fois plus qu'en 1940. Aussi à l'automne 1944, Hitler ne s'avoue pas vaincu. Alors que ses généraux considèrent déjà la guerre comme perdue et rêvent en secret d'une paix séparée avec les Occidentaux pour se retourner contre les Russes, bien sûr, Hitler rumine un coup de théâtre. Un des premiers à en être averti est le chef d'état-major du front de l'Ouest, le général Siegfried Westphal. Le 24 octobre, j'ai été au quartier général de Hitler en Prusse orientale. Hitler nous expliqua son plan en petit comité. Le front de l'Est, dit-il, est stabilisé. Le front de l'Ouest a été rétabli par miracle. Mais les miracles ne se reproduisent pas deux fois. On ne peut pas rester sur la défense. Il faut reprendre l'initiative à l'Ouest. L'objectif du plan d'Hitler est de prendre le port d'Anvers et de couper les forces anglaises au nord des forces américaines au sud. Pour cela, il veut emprunter la vieille route des invasions, celle de 1914, celle de 1940, les Ardennes. Par ce même chemin, le maréchal von Rundstedt a conduit les armées allemandes jusqu'à Paris en 1940. C'est donc lui qu'Hitler choisit pour commander l'offensive des Ardennes, qui devient l'offensive von Rundstedt. Mais auprès de ce soldat de la vieille école qu'au fond il n'aime pas, Hitler place un de ses fidèles, le maréchal Model, un lansquenet qui ne discute pas les ordres du Führer, un maréchal de choc à qui il confie des troupes de choc. La 6e armée de Panzer SS, avec Sepp Dietrich, un des plus vieux complices d'Hitler. Un garçon boucher, devenu général SS. Et pour compléter l'équipe, un cavalier, le général Hasso Eckhard von Manteuffel, un ancien hussard qui porte un nom célèbre dans l'armée prussienne et qui commande la 5e armée blindée. Début décembre, les 1000 chars et les 200 000 hommes qui forment le corps d'attaque se rassemblent derrière le front dans le plus grand secret. Pendant ce temps, les actualités militaires américaines préparent leur édition de fin d'année. Le général Eisenhower convoque un représentant de chaque arme et de chaque nation alliée. Et devant eux, il enregistre à l'avance ses vœux de Noël. Speaking for the people of the United Nations, I should like to say, thank you, men. Now, a Merry Christmas to all of you. If it doesn't happen to be so very merry this year, next year, we'll be sure that it will be. Good luck to all of you. Eisenhower est confiant. Ses officiers d'état-major, comme le colonel Serre, s'interrogent. A-t-il raison, oui ou non? Oui, je pense, à ce moment-là, il a raison, peut-être pour la confiance. Nous n'avons pas le renseignement du deuxième bureau contre cette confiance. Parce que tous les deuxièmes bureaux ont dit que c'est impossible pour les Allemands de faire une attaque. Même le maréchal Montgomery, au nord, il a dit dans le renseignement de son état-major que c'est impossible, surtout pour les Allemands, de faire une attaque ou une contre-attaque. Ils sont trop faibles pour cela. Dans la nuit du 15 au 16 décembre, 8 divisions de Volksgrenadiers,
et 5 divisions de Panzer montent en ligne sur un front de 75 km. Tandis qu'ils s'infiltrent à travers la forêt des Ardennes, les soldats allemands rêvent déjà qu'ils vont changer le sort de la guerre. Comme en rêve un jeune officier qui commande le peloton de tête de la division Panzerlehr, le lieutenant Arist von Zurmühlen. Moi, je fais partie de la première ligne d'attaque, ici. Et avec mes 3 voitures blindées et avec mes 9 hommes, je devais prendre Bastogne, Saint-Hubert, Rochefort, Dinant. Oh! À 5h30, les grenadiers attaquent. L'objectif, la Meuse, à 100 km. Il faut l'atteindre en 3 jours. Fini la retraite, fini l'humiliation. C'est la guerre éclair, la Blitzkrieg qui recommence. Le matériel américain, une légende. Les fosses grenadiers n'ont plus peur des tanks Sherman. Et ils commencent à recenser joyeusement le butin. Pour les Américains, la surprise est totale. 10 000 hommes sont encerclés. 8 000 sont faits prisonniers. Les Bleus de la 106e division d'infanterie qui sont arrivés sur le front il y a 3 jours. Ils n'avaient jamais vu le feu. Les vétérans de la 28e division d'infanterie qui viennent de prendre Aix-la-Chapelle où ils ont perdu 6 000 hommes. Ironie cruelle, on les avait envoyés dans les Ardennes pour se reposer, dans un secteur calme. Les SS ont retrouvé le sourire, pas de doute. Ils sont bien une race de seigneurs. Ces Américains, tout compte fait, des nègres et des métèques. Le groupe SS du colonel Piper ne fait pas de prisonniers. Il les massacre. 155 dans la journée du 17 décembre. 19 Américains désarmés à Hounsfeld le matin. À midi, les hommes de Piper forcent les 50 gardes du dépôt d'essence de Bullingen à remplir les réservoirs de leurs chars, puis les mitraillent sur place. Enfin, dans l'après-midi, 125 prisonniers américains attendent dans un champ, ici, à Bonniez, près de Malmedy. Un char SS passe, les voit, s'arrête et tire dans le tas. 86 morts. C'était dimanche. Tout le monde était parti pour la messe à Malmedy. Sauf la tenancière du café, Madame Bodarvé. Les SS l'ont emmenée. On n'a jamais revu. Et un fermier resté pour nourrir ses bêtes, Henri le Joli, le seul témoin. Ils sont avancés avec le tracton. Et les ont plus ou moins fait, donc, abattus là. Hein. Et moi, avec Madame Bodarvé ici, donc, nous étions à côté de la maison, et plus ou moins nous avons vu cela. Donc, c'était tout de même pour nous drôle de coup d'œil. Donc, nous avons même dû dire bien, plus ou moins, de voir ça, plus ou moins, malgré que nous étions même allemands, qu'on avait même des sentiments allemands, plus ou moins révoltés sur la même affaire que ce que vous voulez. Mais on a fait. On s'est dit, c'est la guerre. Hein. Avec les corps des 86 morts de Malmedy, les Américains ressentent pour la première fois dans leur chair l'horreur des atrocités nazies.
Aux États-Unis, c'est un choc. En Belgique, c'est la panique. À travers l'Europe qui vient d'être libérée, de Liège à Namur, de Bruxelles à Reims et de Reims à Paris, la nouvelle résonne comme le tocsin. L'Allemand revient. Dans les lignes américaines, c'est le chaos. Les régiments ont perdu leur PC. Les communications sont coupées, les unités tournent en rond. Où sont les Allemands? Devant, derrière, tout le monde est suspect, civil ou militaire. Amis, ennemis, on ne sait plus. Il paraît qu'il y a des parachutistes, et même des Allemands déguisés en soldats américains. Et c'est vrai. Des commandos SS du colonel Skorzeny se sont infiltrés derrière les lignes en uniforme américain. Skorzeny, le grand spécialiste des coups de main, c'est lui qui a délivré Mussolini. C'est lui qui a kidnappé le régent Horthy. Cette fois, Hitler lui a confié une mission très spéciale, l'opération Griffon. C'était nécessaire de sauver au moins 1 ou 2 ponts sur la Meuse. Et c'était mon premier devoir de prendre ces 2 ponts intacts. Et naturellement, pour arriver ici, avant l'armée allemande, il faut prendre les ruses des usagers des uniformes américains et de nous passer comme troupes américaines avec le but d'arriver une fois aux pontes, de quitter l'uniforme américain, de défendre les pontes. Ils prennent et les défendent les pontes à l'uniforme allemand. Ça, c'était une idée d'Hitler. C'était Hitler personnellement. Il a eu cette idée. Si. Vous les trouvez où, ces uniformes? Partiellement dans des camps de prisonniers. On a les trouvé dans des magasins alliés qu'on a récupérés avant, déjà près de Paris, par exemple. On a fait une petite contre-offensive, on a trouvé un grand magasin. Mais on a trouvé seulement peut-être 200 ou 300. Vous aviez du matériel américain aussi? Aussi, de quelques camions, quelques jeeps. Mais pour, ça, j'ai réservé pour une compagnie spéciale des commandos, qui est naturellement les commandos qui ont passé la fronte pour reconnaissance, pour détruire des routes, des ponts, des dépôts de gasoline, etc. Cette compagnie, avec des spécialistes, avec les meilleurs hommes qui parlaient parfaitement l'américain, mais les petites coutumes des soldats américains, le chewing gum, comment ouvrir un paquet de cigarettes, comment offrir des feux et tout ça, on a laissé apprendre mes hommes. Parce que ce sont vraiment les détails qui sont les plus importants dans des cas comme ça. Ils ne sont que 300, mais dans un message à toutes les unités, le général Hodges, commandant la première armée américaine, décrète « Des milliers d'Allemands en uniforme américain opèrent derrière nos lignes. Ordre à la police militaire d'arrêter tous les convois, tous les officiers, tous les soldats, de vérifier leur identité et pour démasquer les espions, de leur poser des questions typiquement américaines. Qui est la fiancée de Mickey? Minnie. Qui est Dick Tracy? Un détective de bande dessinée. Qui est Rintintin? Un chien-loup de cinéma. En bon policier militaire, Georges Carnazo appliquait la consigne, il arrêtait tout le monde. Tous les hommes, tous les militaires, de petits soldats ordinaires jusqu'au général de plusieurs étoiles, quoi. Et tout le monde répondait? Tout le monde devait répondre. Parce que s'il ne répondait pas, alors nous étions obligés de l'amener au quartier général pour être interrogé. C'est arrivé, ça? Ça c'est arrivé plusieurs fois. Je me rappelle, il y a eu un fâcheux incident. Pour moi, j'ai arrêté un jeep
Et à côté du chauffeur, il y avait un colonel. Alors il était très pressé. Alors moi, je lui ai posé une question qui, d'ailleurs, il a trouvé très fâcheux et très stupide et insensé. Alors lui, il m'a menacé de me mettre en prison si je ne laissais pas passer. Et moi, j'ai insisté que s'il ne répondait pas à ma question, que je devais lui désarmer et l'amener au quartier général pour être interrogé. Alors là, il a hésité un peu et il a heureusement répondu correctement à ma question et je le sais passer. Mais est-ce que aussi il y a eu des véritables Américains qui ont été pris pour des Allemands? Il y en avait aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avions déjà combattu en Normandie, nous étions fatigués, énervés, et très émotifs. Et il y en avait parmi nous qui étaient très faciles avec la gâchette. Et ils ont tiré sur les vrais Américains, quoi. Et il y en a qui, malheureusement, étaient blessés, assez graves. En revanche, des faux Américains de Skorzeny, bien peu sont capturés. 4 en tout. « 18 décembre, 3e jour de l'attaque. Au centre du front, les blindés et les grenadiers du général von Manteuffel ont eux aussi réussi leur percée et marchent sur Bastogne. Toujours en tête de la division Panzerlehr, les automitrailleuses du lieutenant von Zurmühlen. On a avancé au milieu des Américains en fuite. Je suis arrivé devant Bastogne. Je me suis aperçu que la résistance était forte. On ne pouvait pas prendre la ville comme ça. Mais jusqu'à là, vous avez eu l'impression que l'avance était rapide et facile? Oui, sauf Bastogne. Dans Bastogne, les jeunes recrues de la 28e division américaine tiennent bon sous l'avalanche. Le général Middleton, qui commande le corps d'armée dont le PC a déménagé 4 fois en 48 heures, a décidé de rester dans la ville, quoi qu'il arrive. Mais ses troupes sont décimées. Le 110e régiment d'infanterie qui couvre la ville a perdu 2750 hommes, tout son effectif. Au soir du 18 décembre, Bastogne est sur le point de tomber. Et le 19 à l'aube, des renforts arrivent. Les parachutistes, les 11 000 hommes de la 101e division aéroportée, qui viennent de Reims et qui ont roulé toute la nuit. Des vétérans du débarquement et des combats de Normandie qui reçoivent une mission de sacrifice, tenir Bastogne face à 3 divisions allemandes. Le même jour, le 19 décembre, Eisenhower convoque tous ses généraux d'armée à Verdun. Bradley, Patton, Simpson, Devers et l'anglais Montgomery. Son adjoint, le général Omar Bradley, est plutôt embarrassé. I'd been saying to General Eisenhower and General Smith, his chief of staff, that I wished I could get him to counterattack and get him out in the open because it'd be easier to kill them there than it would the way we'd been doing it in fortified villages. And of course, when it came and so strong, I remember Smith saying to me, well, there's your counterattack, Brad. And I said, yes, but I had no idea it could be this strong.
Le maréchal Montgomery, lui, envisage la situation avec un humour britannique. I sent the war office telegram, giving the story and saying what we were doing about it. And the last sentence read, "We can't come out through Dunkirk this time as the Germans hold that place." Pour Eisenhower, pas question de partir, mais au contraire de contre-attaquer. Il expose son plan. Au 4e jour de l'attaque, l'Allemand a avancé d'une trentaine de kilomètres. Il est clair maintenant que tout va se jouer autour de Bastogne, principal carrefour des routes des Ardennes. La première armée bousculée, désorganisée, n'a plus de réserve. Une seule solution, faire remonter les blindés de la 3e armée de Patton, qui se trouve au Luxembourg, à 100 km au sud. Les chefs d'état-major font observer à Eisenhower qu'il faut du temps pour organiser une contre-attaque de cette envergure. Alors il se tourne vers Patton. Tout dépend de lui. Il demande à Général Patton, quand est-ce que c'est possible pour vous de faire cette attaque en support de ce contre-attaque allemand? Le général Patton a dit, dans 3 jours, je fais l'attaque. Et le général Eisenhower a tourné à général Patton, il dit, Georges, ne dites pas des conneries. Alors, il a tourné à ce moment-là, à la maréchal Montgomery, il dit, anticiper cette attaque en 6 ou 7 jours. Mais le général Patton a fait l'attaque avec 3 divisions en 3 jours. Patton, le fonceur, le général le plus discuté de l'armée américaine, le plus admiré par les uns, le plus détesté par les autres. Il tient ce pari insensé, faire pivoter de 90 degrés toute une armée au contact avec l'ennemi, en 3 jours, sur 150 km, malgré le froid et le verglas. Et le 3e jour, le 22 décembre, comme prévu, Patton lance ses hommes vers le nord, vers Bastogne, sur les routes enneigées des Ardennes. Avec eux, un jeune soldat de 16 ans, John Gint. Ceci était ma route. Nous étions venus à la rescousse de Bastogne. Le 6 Cavalry Groups à qui j'appartenais était une unité blindée, légère et très rapide de reconnaissance. Nous appartenions au fer de lance de l'armée Patton. Qu'est-ce qui était le plus dur pendant ces combats? Le plus dur était le froid. Ces routes qui étaient minées. Et aussi la peur un peu aussi, pour dire la vérité. Car dans tous ces bois que vous aviez aux alentours de vous, par ici, sur les coteaux de l'autre côté, cette route était cavardée continuellement par leur 88. Et nous avions assez de pertes parmi nos troupes. Le 22 décembre, journée fatidique pour tout le monde. Pour Patton d'abord, bloqué par une tempête de neige. Exaspéré, il demande à son aumônier de composer une prière spéciale pour que le temps change. Et il lui dit, mettez Dieu de notre côté, c'est votre boulot. Une prière, les aviateurs alliés en auraient bien besoin eux aussi. Ils sont cloués au sol par le mauvais temps depuis le début de l'offensive. « 22 décembre, journée fatidique pour Bastogne. Bastogne où les paras tiennent encore après 3 jours et 3 nuits de combats acharnés.
Ce matin-là, pour la première fois, le front est calme sous la tempête de neige. Un calme inquiétant. La veille, les parents ont appris que Saint-Vite, l'autre point d'appui au nord, était tombé. Désormais, ils sont seuls, complètement encerclés. Toute la matinée, les patrouilles de reconnaissance cherchent le contact. Que préparent les Allemands? Ils sont là, tout autour. 5 divisions maintenant. Plus d'illusions à se faire. Il faudra mourir en beauté. À midi, au PC de la division, une patrouille amène 2 officiers allemands. Ils apportent un ultimatum. Ils tombent mal. Grâce à eux, le général Macauliffe, qui commande les paras, va devenir le Cambronne de Bastogne. They said, we have a surrender demand from the German commander. And they handed me the paper, 1 copy in English, 1 in German. I took the English copy and read it. And after I read it, I just said nuts. So they went out and typed it up to the German commander, nuts, signed the American commander. And Colonel Harper, who had brought in the surrender demand, took that message back to the Germans and handed it to them and took them back to the outpost line. The German colonel said, if this reply is favorable, I have authority to conduct further negotiations having to do with the surrender. And Harper said, if the reply is not favorable, it consists of the single word nuts. The German said, I understand English, but I don't understand nuts in this connotation. Harper says, it means the same as go to hell. Do you understand that? And the German says, yes, I do. 22 décembre, journée fatidique pour les Allemands. Bastogne résiste, Hitler n'avait pas prévu cela. Rundstedt s'était donné 3 jours pour réussir son offensive. Il a déjà 3 jours de retard, pour lui c'est raté. Il n'y croit plus. Ce jour-là, le maréchal von Rundstedt a demandé à Hitler d'arrêter complètement l'attaque. Hitler refusa, il espérait toujours prendre Bastogne. Pendant que 3 divisions allemandes poursuivent le siège de Bastogne, 2 divisions blindées, la 2e Panzer et la Panzerlehr, repartent à l'attaque vers l'ouest, vers la Meuse. Et l'avance reprend, 60 km en 2 jours. 24 décembre, le peloton de tête du lieutenant von Zurmühlen se heurte aux Britanniques devant Rochefort. J'ai décidé d'attaquer par là. Mon ami qui commandait un autre groupe devait attaquer à mon signal de l'autre côté. J'ai attaqué. J'ai envoyé un fusil, mais les autres ne sont pas venus. J'ai dû m'arrêter. Qu'est-ce qui s'était passé? Après, j'ai retrouvé mon ami. Il m'a dit qu'il était embourbé. Mais longtemps après, il m'a avoué qu'il avait eu peur. Il avait eu peur des canons anti-chars, comme un récit. Qu'est-ce que vous avez pensé? J'ai trouvé ça normal et humain. C'est toujours mon ami. La division Panzerlehr n'ira pas plus loin que ce pont. Le cœur n'y est plus. La route a été longue entre Moscou et Bastogne. Il y a une chose que nous refusions absolument. C'était de connaître le nom des nouveaux officiers. On ne voulait pas leur parler, avoir les relations personnelles, commencer une amitié. Parce que on savait que
ces jeunes, très jeunes gens, sans expérience, n'avaient aucune chance de survivre. Il valait mieux pas les connaître. Alors, on restait entre nous, les anciens. Quel âge aviez-vous? 20 ans. Le lendemain, c'est Noël. Sombre Noël. Pour les Anglais et les Canadiens, c'est la trêve. Le temps d'une tasse de thé. Pour les défenseurs de Bastogne assiégés, ce Noël, c'est le pilonnage d'artillerie le plus terrible du siège. Pour les Allemands, ce Noël, c'est une cigarette américaine. Depuis le 15 décembre, on n'avait pas dormi. On a pu se reposer la nuit de Noël. Mais le lendemain, changement de décor. Le matin du 25 décembre, le ciel était clair, bleu. Pas un nuage. Et aussitôt, la grande attaque de l'aviation américaine. Ça a été absolument terrible. Rundstedt avait dit à Hitler, tout dépendra de l'aviation. Il ne s'était pas trompé. Pour Bastogne, il était temps. Les défenseurs n'ont plus un obus, plus une ration K, quand ils voient enfin arriver les vagues de Dakota. Et le lendemain, 26 décembre, en fin de journée, les avant-gardes des blindés de Patton, commandés par le colonel Creighton Abrams, brisent l'encerclement allemand et entrent dans Bastogne. Grâce à ceux de Bastogne, à ceux de Saint-Vite, à ceux de Malmedy, à ceux de Oufalise, à ceux de Stavelot, l'offensive Rundstedt est bloquée. Hitler est furieux contre ses généraux, contre le beau temps, contre le mauvais sort, contre l'aviation. Alors le 1er janvier 1945, il jette tous ses avions disponibles dans la bataille. 1000 chasseurs et bombardiers. Ordre d'anéantir l'aviation alliée. Les pilotes alliés qui fêtaient le nouvel an décollent en catastrophe.
Mais les Spitfire anglais et les Thunderbolt américains réussissent quand même à abattre 300 avions allemands au cours d'une bataille aérienne qui dure 5 heures. Sur les 27 aérodromes de Belgique et de Hollande attaqués par surprise, combien d'avions alliés ont été détruits ou endommagés au sol ce jour-là? 200 à vous les aviez, 700 prétendent les Allemands. La vérité, c'est que les Allemands sont encore très dangereux. Dans la nuit du réveillon, Hitler lance une nouvelle offensive, vers le sud, avec 5 divisions. L'opération Vent du Nord. Objectif, Strasbourg. Strasbourg de nouveau en danger. Strasbourg délivré le 23 novembre par le général Leclerc. Strasbourg, symbole même de la libération de la France. Et pourtant, le commandant suprême allié, le général Eisenhower, décide de ne pas défendre la capitale de l'Alsace. Pour lui, le problème numéro 1, c'est le saillant inquiétant des Ardennes. Aussi, il veut retirer les forces américaines d'Alsace pour consolider le flanc sud de Patton. Quant à la première armée française du général Delattre, elle se bat autour de la poche de Colmar, solide tête de pont que les Allemands tiennent encore de ce côté-ci du Rhin. Eisenhower envisage la situation froidement, du point de vue purement stratégique. Il décide de raccourcir le front et le 2 janvier, il donne l'ordre au général Devers d'abandonner Strasbourg. Le général Touzé du Vigier est envoyé immédiatement par De Gaulle auprès du général américain Devers, qui est responsable du front d'Alsace. Il commandait le groupe d'armée et il était angoissé lui-même. Je l'ai trouvé extrêmement pris entre l'obéissance aux ordres de chef et les sentiments personnels qu'il avait, lui, car il m'a dit « Mon général, je vous comprends bien les Français, car une de mes 2 grand-mères était strasbourgeoise. » Alors, il avait des larmes plein les yeux et je sentais que cet homme-là était absolument martyrisé par la décision qu'il devait prendre et qu'il devait suivre les ordres de son patron. Le 3 janvier au matin, les Américains commencent à exécuter ces ordres. Le premier à s'en apercevoir est un agent de police qui monte la garde sur ce pont, Henri Pachery. Au courant de la matinée, vers 10h ou 11h, une Dodge est passée et a ramassé, si je puis dire, le MP qui était avec moi. Je me suis retrouvé tout seul. Eh bien, c'est ainsi que nous avons compris que nous étions tout seuls à Strasbourg, car effectivement, nous étions seuls. Et la population, comment est-ce qu'elle a réagi? Bien, la population, d'après ce que j'ai pu voir, la population était quand même apeurée, effrayée, par le fait même que ces gens-là, il faut les comprendre, et qui n'avaient pavoisé lorsque Leclerc est arrivé sur Strasbourg. Ils avaient pavoisé à toutes les maisons, il y avait des drapeaux tricolores, et d'un seul coup, on leur annonce ainsi que les Allemands reviennent sur Strasbourg. Avoir eu 6 semaines de liberté après 3 années de continuelle pression, de continuelle peur, et croire encore une fois qu'ils reviennent, c'était au-dessus de mes forces à moi. C'était une panique, une véritable peur comme je n'en ai plus jamais connue, ni les bombardements, ni rien, mais de savoir qu'ils vont revenir. Aussi, Madame Siegfried, avec des milliers de Strasbourgeois, fuit vers l'intérieur, vers les Vosges, vers l'armée française, pour la 4e fois en 2 générations.
Dans Strasbourg à moitié désert, les FFI organisent la résistance. Et le général Duvigier, qui a été nommé gouverneur militaire de la ville, court à Paris alerter le général Juin. Juin m'a pris par le bras et au poste gymnastique, nous avons été voir ensemble le général de Gaulle, qui devant la carte m'a fait répéter ce que j'avais appris la veille au soir à Vittel. S'est retourné très calme, comme toujours, vers son chef d'état-major, en disant « Juin, tu vas faire deux choses. Tu vas d'abord dire à Delattre de prendre dans sa zone Strasbourg et de prendre la défense de Strasbourg à sa charge. La deuxième chose que tu vas faire, tu vas me préparer deux télégrammes, l'un à Winston Churchill et l'autre à Roosevelt, pour leur dire que je prends la décision de défendre Strasbourg quoi qu'il arrive. » Le 3 janvier, Churchill arrive à Paris en plein drame. De Gaulle et Eisenhower sont dressés l'un contre l'autre. Entre la politique et la stratégie, entre le bon sens et le sentiment, Churchill n'hésite pas une seconde. Aidé par lui, De Gaulle finit par convaincre Eisenhower. Il faut sauver Strasbourg. Et le général Delattre de Tassigny est chargé de défendre la ville. La première armée française descend alors des Vosges pour prendre la relève des Américains. Le temps presse. La radio allemande vient d'annoncer « Dans quelques jours, la croix gammée flottera de nouveau sur la cathédrale de Strasbourg ». Dès son arrivée, le général Delattre rassure la population. Strasbourg, délivré par les soldats français, sera défendu par les soldats français. Ce jour-là, 7 janvier, les Allemands ne sont plus qu'à 25 km au sud de Strasbourg. Ils se heurtent d'abord à la première division française libre, à peine arrivée, et qui se fait massacrer pour ralentir leur avance. Ils font quelques prisonniers, les survivants du bataillon du Pacifique, pratiquement anéantis. Puis dans la banlieue de Strasbourg, les FFI de la brigade Alsace-Lorraine d'André Malraux subissent le choc sans reculer. Pour le général Delattre et le général Duvigier, la situation est très grave. Au sud, à Oppenheim, le sacrifice de la première DFL et celui de la brigade Malraux à Kraft ont permis de stopper l'avance ennemie. Mais dans le nord, dans la région de Kielstedt, les Allemands ne sont plus qu'à 13 km de Strasbourg. Le 21 janvier, la 3e division d'infanterie algérienne, les anciens de Cassino, luttent pied à pied contre une nouvelle attaque. Mais un groupe de combat de la 2e DB, commandé par le colonel de Langlade, est arrivé dans la nuit, intervient et brise l'élan des Allemands. Strasbourg est sauvé. Et 2 semaines plus tard, la poche de Colmar est liquidée. Le 11 février, le général de Gaulle peut venir à Strasbourg pour un tédéum à la cathédrale. La longue bataille pour la libération de la France est gagnée. Elle a coûté cher pour arriver jusqu'ici, jusqu'au Rhin. Et la guerre n'est pas finie, loin de là. En arrivant sur le bord du fleuve, chacun sait, chacun sent que là-bas, de l'autre côté,
l'Allemagne encore redoutable se prépare pour le dernier combat. Au milieu des ruines, Hitler croit encore au miracle. Les armes secrètes. Oui, il les annonce depuis des mois, mais cette fois, ça y est, elles sont là. Hitler jubile. Vous verrez, nous allons détruire les armées alliées. Et après, nous repartirons à la conquête du monde. Avec des avions qui volent 2 fois plus vite que tous les autres. Et sans hélice, comme le Messerschmitt 262. Grâce à des moteurs à réaction, une révolution. Les meilleurs pilotes de la Luftwaffe s'entraînent déjà sur cet appareil, comme le major Wilhelm Herget, 72 victoires. C'était le mois février 45. J'ai vu la première fois cet avion et j'avais aussi tout de suite une chance pour voler. Et j'étais vraiment surpris sur la vitesse. Oui. Ici, c'est un instrument pour mesurer la vitesse et cet avion faisait presque 1000 km/h et c'était dans l'année 45 l'avion plus vite du monde. Début 45, 2 groupes de chasse sont équipés de Messerschmitt 262, commandés par le général Galland, l'as aux 104 victoires. Encore un peu de temps, et ils auront bientôt l'avion fusée, le Messerschmitt 163, qui monte à 3000 mètres en 1 minute. Oui, les savants allemands font du bon travail. Et ce n'est pas tout. Sur une île perdue dans la Baltique, au nord de l'Allemagne, à Peenemünde, ils sont 2000 savants et techniciens, l'élite des universités allemandes, rassemblés depuis 10 ans autour d'un projet ultra secret. Parmi eux, un ingénieur, Helmut Habermann, et un professeur de physique, Otto Müller. Leur chef a 32 ans. C'est un jeune physicien de génie. Il s'appelle Werner von Braun. Depuis qu'il est sorti de l'université de Berlin à 19 ans, il ne rêve que d'une chose, l'espace. Pour le moment, la machine de guerre des nazis l'a mobilisé. Pour eux, il a fabriqué cette fusée. Mais ce n'est pas un engin pour aller dans la Lune. C'est une arme de représailles, une Vergeltungswaffe. En abrégé, un V2. Vous voyez, cet engin ici avait bien sûr ici sa tête, charge utile, 1 tonne d'explosifs, suivi par la case d'équipement qui contenait tous les appareils de pilotage et guidage, suivi de nouveau par les 2 réservoirs des carburants, des comburants, l'alcool et l'oxygène. Alcool et oxygène entraient dans les pompes, étaient mis sous pression et après introduits par les injecteurs dans la chambre de combustion. Après, en bas, nous avons une tuyère Laval qui servait à donner au gaz sortant de l'engin une grande vitesse. Les premiers essais ne sont guère rassurants. À chaque départ de fusée, les savants de Peenemünde se demandent avec inquiétude si elle ne va pas leur retomber sur la tête. Et de temps en temps, cela arrive.
Tout n'est pas encore parfait, mais nous allons arranger cela, promettent chaque fois les ingénieurs. Il fallait innover en tout. Téléguidage, ordinateur, radar. En 2 ans, tous les problèmes vont être résolus par l'équipe de savants de Werner von Braun et par le responsable du programme V2, le général Dornberger. Et maintenant, le V2 est au point. Rayon d'action 400 km, vitesse 5000 km à l'heure. Rien ne pourra l'arrêter. Et pour la défense, pour intercepter les bombardiers ennemis, les savants de Peenemünde inventent les missiles sol-air, le Schmetterling, le papillon, et le Wasserfall, la cataracte. En ce début de 1945, les savants allemands n'ont pas fini de rêver. On a encore pensé à un engin de longue distance, disons, qui permettait de parcourir 4000, 5000 km. Et qu'est-ce que vous vouliez bombarder avec ça? Des gens qui attaquaient beaucoup en ce moment l'Allemagne avec des avions. C'est-à-dire? L'Amérique. D'aller plus loin, on n'y pensait pas à ce moment-là. Bien sûr, ce ne sont pas les kilotonnes ou des mégatonnes d'une bombe atomique, mais à Peenemünde, il n'était jamais question d'utiliser une bombe atomique. Et moi, je ne sais pas si ailleurs, la question n'a été évoquée. Cela devait sans doute dépasser les possibilités allemandes, n'est-ce pas? Il dépassait, à mon avis, à ce moment-là, les possibilités des recherches allemandes. Tout le monde était déjà mobilisé pour une recherche, et c'était trop tard. Hitler lance 5000 V2 en 6 mois, 2000 sur Londres, 1600 sur Anvers et une trentaine sur Paris. Mais c'est trop tard en effet, et trop peu. 5000 tonnes d'explosifs en 6 mois, alors qu'un seul raid de bombardiers américains déverse 3000 tonnes de bombes en 1 heure. Et en ce début 45, l'offensive aérienne alliée redouble de violence. Elle a pour but de briser le moral des Allemands. Après les raids de destruction, les raids de terreur. Le 3 février 1945, 1000 forteresses volantes approchent de Berlin, la capitale du Reich. Dans la salle des opérations de la défense antiaérienne de Berlin, une voix trop connue retentit. Attention, attention. Vague d'avions ennemis signalée au sud. Attention, attention. Achtung! Luftflarenmeldung vom Divisionsgefechtsstand. Eine Welle der feindlichen Flugzeuge hat die Flakzone im Süden erreicht und wird durch Flakartillerie bekämpft. Achtung, Achtung! Comme chaque Berlinois ce jour-là, M. Chmielnicki se précipite dans son abri. Monsieur Chmielnicki, vous avez passé combien de temps dans cette cave? En additionnant certainement plus de 100 nuits pendant la guerre. C'est-à-dire surtout dans les mois après le mois de novembre et particulièrement, à partir du mois de janvier 45. 45
Il y avait des gens qui tremblaient toujours. Il y avait des gens qui étaient d'une nervosité remarquable. Et il y avait d'autres qui avaient pris un peu l'habitude, mais d'une façon générale, plus que ça durait, plus ça commençait à devenir extrêmement difficile parce que la résistance intérieure des gens diminuait considérablement de semaine en semaine, d'autant plus qu'on considérait même les gens qui étaient pour Hitler et compagnie, trouvaient à la fin que c'était insupportable. Ma femme, qu'elle a dit à fin mars, si enfin je pouvais une fois dormir quelques jours l'une après l'autre, pour ça je donnerais à peu près tout ce que je pourrais donner. Un des objectifs ce jour-là, le quartier des ministères, la Wilhelmstrasse, la chancellerie d'Hitler, le ministère de l'air de Göring, le ministère des Affaires étrangères de Ribbentrop, le ministère de la propagande de Goebbels et le quartier général de la Gestapo. Depuis un an, 1 million de tonnes de bombes écrasent les villes allemandes. 50 000 tonnes pour Berlin seulement, faisant des milliers et des milliers de morts que personne n'a jamais pu, n'a jamais voulu compter. Et 1 million de sans-abri. Une femme a vécu cet enfer, Madame Dumke. Une image est restée gravée dans sa mémoire. Le feu. Le feu, c'est le souvenir qui reste après tant d'années. Ne pas dormir pendant des mois, nuit par nuit, s'attendre dans la journée à n'importe quel moment. Parce que ça recommence. Et le tout pendant des semaines. Ne jamais manger à sa faim. Ça empêche de penser. Il n'y a plus de place pour les questions de philosophie, même de religion. Si on priait, c'était involontairement sous l'effet d'une mine qui était descendue très près. C'était, je ne sais pas, quelque chose qui remontait peut-être de l'enfance, mais ce n'était pas le genre de prière qu'on fait d'habitude. Et comment peut-on vivre de cette manière? Assez difficile à dire, presque 30 ans après. On était absolument absorbés par les problèmes matériels. Il y avait bien des bombardements, c'est entendu, mais enfin, il n'y avait rien à manger non plus. Le 13 février, un mardi, le Mardi Gras, le commandant en chef du Bomber Command, Bomber Harris, lance 3 vagues de B-17 et de Lancaster sur l'Allemagne. Objectif, Dresde. Dans leur soute, 650 000 bombes incendiaires. Après l'attaque, les flammes sont visibles à 300 km à la ronde. En bas, la chaleur atteint 1000 degrés, provoquant une tornade qui arrache les arbres, renverse les murs. Une tempête de feu dévore la ville. Et 135 000 personnes, hommes, femmes, enfants, périssent dans ce brasier, en quelques heures. Est-ce un cas de conscience pour les pilotes de bombardiers, comme le maréchal de l'air Dudgeon?
135 000 personnes tuées, plus qu'Hiroshima. Est-ce que ce raid sur Dresde était justifié? Je crois que c'était justifié à ce moment-là, parce que c'était notre but essentiel de éliminer le désir et le potentiel pour les Allemands de faire la guerre contre nous. Naturellement, M. Goebbels faisait du propagande que nous attaquons toujours les objectifs qui n'étaient pas l'industrie, etc. comme ça, mais c'était vraiment, c'est pas ça. Pour le pilote, l'équipe, il fait son devoir et c'est très dangereux. On peut revenir après, en arrière-pensée, si vous voulez, avec des larmes de crocodile. Ah oui, si on n'a pas attaqué cette ville ou cette ville-là, oui, bien sûr, mais à ce moment-là, c'était le désir absolu de terminer la guerre. Une guerre qu'à Berlin, les nazis jurent de mener jusqu'au bout, jusqu'au dernier Allemand. Ich schwöre bei Gott diesen heiligen Eid. Dass ich dem Führer des Großdeutschen Reiches Adolf Hitler bedingungslos treu und gehorsam sein werde. Ich gelobe, dass ich für meine Heimat tapfer kämpfen und lieber sterben werde. Ελευθέριος Βενιζέλος,